Qu'est-ce qui fait chaud? Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de mon quotidien d'été. Aujourd'hui, j'ai une chance, mais alors une chance exceptionnelle, c'est d'avoir Philippe Monchot avec moi. Bonjour Philippe. Bonjour. Qui va nous expliquer quelque chose de très important parce qu'on sort d'un confinement où c'était pas tous les jours facile. C'est vrai. Et qu'on rentre sur une période estivale où on devrait pouvoir se reposer, mais pour se reposer, il faut lâcher prise. Comment on fait? Comment tu nous conseilles de lâcher prise? Alors le premier outil, je dirais que je mets souvent en pratique en cabinet, c'est la pratique de la respiration. C'est-à-dire qu'on est souvent dans notre mental, Oui. c'est-à-dire à réfléchir, à se remémorer ce qui s'est passé au travail, la dernière conversation ou dispute avec son conjoint ou sa conjointe. Et toute cette matière, toute cette réflexion, en fait, n'amène pas le lâcher-prise. Et donc, pour inviter ou en tout cas accélérer ce lâcher-prise, ça passe par des exercices de respiration. Voilà. Donc, il y a différentes techniques. Il y a des respirations dynamisantes pour se dynamiser quand j'en ai besoin. Et à l'inverse, on a des respirations calmantes. Voilà. Et on a aujourd'hui l'avantage d'être dans l'ère du numérique avec certaines applications sur différentes plateformes qui aident justement à gérer sa respiration. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle aussi communément la cohérence cardiaque. D'accord. D'ailleurs, vous avez constaté entre le côté excité que j'ai tous les matins quand je prends l'antenne et Philippe qui arrive, qui est tellement calme, on se dit mais comment je vais faire pour être comme lui, quoi? Et ben c'est ce que je dis à mes patients qui viennent, c'est que en fait c'est un exercice, c'est un entraînement. Ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas vouloir faire Roland-Garros dans un mois sans entraînement. Oui. Et donc l'entraînement de la respiration et du lâcher-prise, c'est de l'entraînement. Alors certains le font une fois par semaine. En fait, l'idéal, ça serait de le faire une fois par jour, minimum. Et comme pour un entraînement ou pour une grande compétition, JO, Roland-Garros ou le football, eh ben, c'est de l'entraînement. Et d'ailleurs, nos footballeurs s'entraînent pour ça aussi. Oui. Ils ont des coachs sportifs. Je pense qu'aujourd'hui, dans tous les domaines sportifs, culturels et tout, on a toujours affaire autour de la star, de la vedette, du professionnel ou du sportif. Il y a toujours ce qu'on appelle un petit peu l'âme sœur qui vient justement amener ce moment de répit avant de rentrer sur scène, avant de rentrer sur le circuit, de façon à pouvoir être au mieux de sa forme. Exactement, c'est un alignement, un centrage. C'est-à-dire que si je suis distrait par mes pensées, je ne suis pas ici et maintenant. Et ça, c'est une des clés aussi importantes du lâcher-prise, c'est le fameux moment présent. C'est-à-dire que quand je suis perdu dans mon brouillard mental, je ne suis pas ici et maintenant. Oui. Si je suis sur la plage et que je repense à une réunion avec mon N+1 ou une altercation avec un commercial, peu importe, je ne suis pas pleinement sur la plage en réalité. Je suis déconnecté de la réalité, c'est ce qu'on peut appeler une distorsion de réalité en psychologie. Et donc tout l'enjeu justement, ça va être de prendre conscience dans un premier temps que je me distrais, parce que c'est effectivement le cas, on se distrait par des pensées. En prendre conscience, c'est déjà une première étape, c'est déjà une belle prise de conscience, et c'est pour ça que je donne souvent la clé dès le premier rendez-vous en thérapie, que ce soit pour de l'individuel ou pour le couple ou pour les enfants. La première clé que je donne, c'est observer vos pensées. D'accord. Je ne sais pas si vous avez remarqué devant vos écrans, parce que regardez bien, on est de face. Regardez comment moi je me maintiens, j'essaie de me tenir droit parce que c'est mon coach qui me regarde et qui me dit attention, bien aligné et tout. Et Philippe, lui, il est à l'aise. On a l'impression qu'il a toujours été là. C'est fluide, et je pense que la posture doit également être quelque chose qu'on doit maîtriser aujourd'hui. Exactement, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'au-delà de la respiration, quand on fait de la méditation ou de la relaxation, la posture est importante. Pourquoi? Est importante pour plusieurs, pour aligner en fait tous les plans. Alors, je vais m'expliquer parce que c'est peut-être pas clair pour tous nos auditeurs aujourd'hui. C'est qu'en fait on a l'impression d'être un corps, d'accord, mais en réalité on a plusieurs corps. On a un corps physique que l'on connaît, qu'on entretient par le sport, etc. Après on a le corps émotionnel qui est souvent refoulé, qu'on n'a pas envie de voir.
par excès de colère. Voilà, il y a des émotions qui sont permises en société et d'autres un peu moins. Donc on a tendance à les refouler, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Nous avons après le corps mental, donc troisième corps, et après nous avons le corps énergétique. Et donc tout l'enjeu de la posture et de cette posture d'alignement permet justement d'avoir un alignement sur tous les plans. Donc quand je médite ou quand je relaxe, je peux le faire allongé pour ceux qui sont à l'aise, bien évidemment. Attention à ne pas s'endormir, parce que là, tout l'enjeu de la méditation est perdu, à mon sens, parce qu'on s'endort. Bon, après, on va se reposer, bien évidemment, mais l'enjeu de la méditation, c'est quand même d'atteindre un niveau de conscience. Oui. D'accord ? Et comme disait Freud, on a un inconscient qui nous contrôle à 90%, une petite partie immergée de l'iceberg qui est 10%, et une instance qui est peu connue, en fait, qui est entre les deux, qui est le subconscient, et qu'on peut venir mobiliser. Voilà. C'est marrant parce que tu utilises le même vocabulaire que le monde de l'hypnose. Et oui, en fait, tout ça se rejoint en réalité, et j'ai même appris, au-delà de mon parcours personnel et de ma formation qui m'a permis aujourd'hui d'être thérapeute, c'est qu'en fait, en réalité, la vie est un grand puzzle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations autour de nous pour celui en fait qui est vraiment à l'écoute des messages, sans parler des synchronicités, qui sont aussi des messages de l'univers. Mais revenons plutôt à la notion de conscient et d'inconscient. En fait, on a beaucoup de messages. Et souvent, on n'est pas forcément à l'écoute de ces messages. Oui, c'est vrai. Voilà. Et les messages du corps, par exemple, sont importants. Si je fais une interview et que je commence à être stressé, à avoir des papillons dans le ventre, c'est une information pour moi. Ça m'invite, justement. Le corps émotionnel est là pour nous donner des informations sur ce que je vis ici et maintenant. Et donc, il ne faut pas le refouler parce qu'en fait, on se coupe d'une part d'information. C'est ce qu'on entend quand certaines personnes nous disent « j'écoute mon corps ». Exactement. J'arrête les spectacles, ou j'arrête la compétition. Ouais. Alors c'est pas. Moi, au début, je pensais que j'écoute mon corps parce que j'ai des douleurs physiques, mais finalement, ça va au-delà. Oui. Alors le corps physique, c'est le maladir, c'est la maladie. C'est-à-dire que si on n'a pas écouté suffisamment son corps et qu'on l'a amené à l'excès, alors ça peut se trouver effectivement chez les sportifs qui font du sport à haut niveau, mais sans parler de sport à haut niveau, la personne qui va au travail tous les matins avec la boule au ventre et qui n'écoute pas que son corps qui lui dit non, je ne veux plus aller à ce travail, je ne sais plus en adéquation avec mes valeurs et avec ce que je veux. Et donc le corps va créer des blocages, et ces blocages vont créer la maladie, et donc le mal à dire en réalité. D'accord, je ne voyais pas la relation entre les deux, tu vois. C'est le mal à dire. C'est énorme. Moi, je voudrais revenir sur un terme aujourd'hui qui est générique pour moi, c'est le mot thérapeute. Parce que c'est vrai que à une époque, c'était un mot qui n'était pas du tout utilisé, on a commencé à le voir arriver, c'est un petit peu comme les coachs. Aujourd'hui, j'entends parler de coach de tout et de rien. Des thérapeutes, j'entends parler de thérapie de tout et de rien. Il y a une réglementation, il y a quelque chose. Est-ce que oui, il y a beau. Parce que bon, je peux pas m'improviser du jour au lendemain coach, ni même thérapeute. Alors il faut avoir eu un certain bagage, j'imagine. Je dirais. Il y a aussi l'expérience de la vie. Aujourd'hui j'ai 40 ans, j'ai pas toujours été thérapeute, mais la vie m'a confronté à un certain nombre de problématiques qu'il a fallu à un moment que je résolve, et ce qui m'a amené à un moment à avoir une prise de conscience sur mon état d'être, qui m'a amené à approfondir mes connaissances déjà dans un premier temps, à aller voir justement et à me faire guider par des thérapeutes pour justement sortir la tête de l'eau. D'accord. Et donc pour la notion de thérapeute et de coach, quelle est la différence? Très rapidement, parce qu'on pourrait faire tout un article, et d'ailleurs j'en ai fait un sur mon site internet. Donne d'ailleurs les références de ton site. Je peux donner les coordonnées. Je pense alors que les gens c'est www.philippemonchaux.com. D'accord. Et donc je crée des articles justement pour amener de la connaissance là où souvent il y a de la méconnaissance. Et on se rend compte assez rapidement que la souffrance de l'être humain vient de cette méconnaissance. C'est-à-dire je ne sais pas ce qui en moi ne va pas.
Voilà. Et donc pour la différenciation entre coach et thérapeute, le coach, lui, il va être surtout dans la notion d'objectif. On a un objectif à atteindre et donc qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour arriver à cet objectif. Le côté thérapeutique, on va essayer de creuser plus, on n'est pas dans le comment on va arriver à un objectif, même si on a un objectif de thérapie, mais c'est surtout comment on va y arriver. Enfin, on va poser plus de questions en fait. Voilà. On va cheminer sur la notion de conscient, d'inconscient, comment reconnaître les blessures de l'enfance, pardon, et surtout la gestion des émotions. Donc on n'est pas sur un objectif, par exemple sportif, ou voilà, on est comme quelque chose quand même qui est de l'ordre du psycho-émotionnel. D'accord. Voilà. Alors je précise parce que tout à l'heure je parlais des 4 corps. Pourquoi le psycho-émotionnel? Parce qu'en fait, dès que j'ai une pensée, qu'elle soit négative ou positive, ça va amener en fait une émotion. Et donc on parle d'intrication entre le corps mental et le corps émotionnel. D'accord. Et c'est pour ça que dès qu'on est en prise avec un petit peu de stress, il suffit qu'il y ait une pensée parasite qui vienne me traverser l'esprit et tout de suite le stress va arriver, quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien de se poser un petit peu comme ça pendant les vacances, parce qu'on est en pleine vacances quand même, Eh oui. et de se dire, voilà, là on passe un petit moment détente. En plus, les émissions peuvent être vues et revues sur la chaîne YouTube. Mais moi je me mets à la place de ceux qui nous regardent, on va dire, il va quand même nous donner des conseils pour lâcher prise cet été. Alors, sans aller jusqu'au fin fond de tout ce que tu peux leur proposer, mais au moins 2, 3, 4 petites astuces qui vont faire que quand ils vont être en famille ou tout seuls sur leur plage ou à la montagne où ils veulent. À la montagne, c'est peut-être plus facile parce qu'on fait des randonnées, on marche, on respire l'air voilà, pur. Voilà, on est en communion avec la nature. Voilà. Hein. La mer, c'est un peu plus compliqué, il y a du bruit, il y a des femmes. Bon, bref. Alors, on t'écoute. Donne-nous quelques petits conseils pour qu'on lâche prise une fois pour toutes. Alors, on a parlé de la respiration tout à l'heure, et il y a aussi, certains voudront avoir des objectifs pour ces vacances, mais le lâcher prise, ça implique aussi à un moment de lâcher prise. C'est-à-dire que je suis en vacances, le restant de l'année, je travaille, je suis dans les transports en commun, avec la pollution peut-être pour certains qui habitent en ville, et donc c'est, je dirais, inviter les gens à ne pas se donner d'objectifs justement. C'est-à-dire que je lâche complètement prise. Oui, on peut effectivement avoir des objectifs, je dois aller faire les courses, faire à manger, faire une petite salade, préparer un cocktail pour des amis ou un barbecue, mais ne pas se mettre de pression surtout. D'accord ? Et puis surtout déconnecter le mental à pas papillonner, je dirais, sur une notion passée ou des projections futures. Parce que souvent, c'est ce qui fait que nous créons nous-mêmes en fait notre distraction. C'est-à-dire qu'on trouve un sujet de conversation, de monologue intérieur, et c'est ce qui va faire en fait qu'on va dériver et qu'on va progressivement sombrer si on n'a pas pris conscience de la mécanique. Voilà. Et c'est pour ça que moi, très rapidement, encore une fois, c'est une des clés importantes, c'est observer votre mental. C'est pas un ennemi en soi, il est là, il s'est fabriqué dans l'enfance, et donc c'est un outil. Et donc il faut s'en servir comme d'un outil. Et au-delà de l'observation du mental, on peut aussi passer en phase de discernement, c'est-à-dire que pourquoi j'ai eu cette pensée à un moment, pourquoi j'ai eu cette émotion, peut-être de l'agressivité vis-à-vis de mon conjoint, de ma conjointe, peu importe. Je dis ça parce que j'ai eu un couple hier en consultation et c'était ça, on sent que en fait il y a un trop-plein et c'est souvent ça en fait, c'est la cocotte minute. L'inconscient c'est la cocotte minute quoi. C'est tout ce qu'on n'a pas envie d'exprimer et qu'on ne s'autorise pas à exprimer. Et des fois on lâche prise, mais là c'est vraiment... Ça part tout seul. Il n'y a pas de canalisation quoi. J'ai remarqué souvent... quand on est comme ça en relation avec des personnes qui parlent du lâcher-prise, pendant les vacances, ne porte pas de montre. Et je regardais ton poignet, tu ne portes pas de montre non plus. Non. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on doit se dire, on est en vacances, on oublie le portable, enfin, on réduit le portable. On réduit les SMS, les Facebook et tout ce qui va avec, parce que, très honnêtement, les réseaux sociaux, c'est bien, mais on n'en a pas franchement besoin. Alors, c'est marrant que tu fasses le parallèle, parce que, en fait, ce qui m'est venu tout de suite assez rapidement, alors, effectivement, je ne porte pas de montre. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'évite toute distraction, pour justement garder ce centrage, d'accord, qui est important dans une posture thérapeutique. Parce que
Ce qui est marrant en fait avec les tablettes, smartphones, et on le voit aussi chez les jeunes enfants et les adolescents, c'est qu'en fait ça amène en fait cette distraction dont on parlait. Et il suffit en fait d'avoir juste une notification, une petite pastille sur son application pour se dire ah boum, je suis distrait. Et tout l'enjeu du lâcher prise, c'est aussi de se reconnecter à soi, à son soi profond, et surtout là aussi c'est une question fondamentale qui est de qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux gagner en paix? Et dans ces cas-là, c'est peut-être se débarrasser pendant un temps de certaines distractions. Alors c'est vrai que quand on a un travail, il est important malgré tout d'avoir, voilà, j'ai une réunion à 10 heures, etc. Mais il ne faut pas être victime en fait de son outil. C'est-à-dire que c'est comme si un menuisier finalement était victime de son marteau. Ah oui. Et non, moi je ne suis pas victime de ma montre ou je ne suis pas victime du temps. Et donc la notion de temps aussi est importante, c'est-à-dire qu'on peut, sur certains niveaux de conscience, transcender la notion de temps. Oui, donc on oublie, alors je résume un petit peu, on recadre pour les ramener sur le terrain du zen. J'aime bien le mot zen, moi d'ailleurs, j'adore ça. J'aime aussi. D'ailleurs, pour la petite histoire, un jour je m'étais fait attraper par une personne parce que je revenais d'Ibiza où j'avais découvert tout ce qu'on appelle la lounge, la musique lounge, donc très douce, très calme. Et j'avais voulu créer une page Facebook qui s'appelle la lounge thérapie, donc rien de thérapie, hein, mais parce que j'estimais que cette musique-là permettait de s'évader. Et on m'a traité de thérapeute. Je me dis, non, je ne suis pas thérapeute, je suis un ancien disque jockey, donc je n'ai rien de thérapeute du tout. Est-ce que la musique aujourd'hui est un élément important justement dans ce lâcher prise? Oui. Tu parlais tout à l'heure donc de partir un petit peu. De s'évader. Je sais qu'en hypnose, on utilise de plus en plus de musique pour les emmener vers cet état un petit peu d'inconscience. Voilà. C'est un état modifié de conscience. Oui. D'accord. On a des états, tous les jours, dans la journée, on a des états modifiés de conscience et les gens ne s'en rendent pas compte forcément. C'est-à-dire que des fois, je vais regarder dans le vague, on me parle. Alors je dis moi parce que c'est pour donner l'exemple, mais en fait je ne suis pas là. Et ça c'est un état modifié de conscience, et ce qui est effectivement ce qu'on retrouve en hypnose. On arrive à modifier par une voix douce, calme, détendue, un état d'hypnose. Et effectivement la musique est importante justement pour amener cet apaisement. Si je veux de l'énervement, bon, je vais écouter de la musique un peu entraînante, un peu boum boum, qu'on peut entendre des fois dans certaines voitures. Ok, je vais me dynamiser. Mais est-ce qu'en vacances, j'ai besoin de me dynamiser? Voilà, c'est je dirais que le soir, oui, pour s'exploser un petit peu, aller on danse sur la plage. Mais c'est bien de bouger le corps, oui. L'après-midi. Et donc la musique, oui, elle a une fonction relaxante aussi au niveau du corps. Comme la respiration, on l'a vu tout à l'heure. Pas mal de petits conseils qui vont nous faire passer de bonnes vacances. Voilà, respiration, méditation, visualisation guidée, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que dès que je vois que mon mental est distrait, que je divague sur un souvenir négatif, on redirige, oui, comme le fait la méditation, c'est-à-dire qu'on voit les nuages passer dans le ciel. Et donc c'est un exercice de concentration en réalité, d'observation, comme je le disais tout à l'heure, où en fait on va diriger la conscience. C'est-à-dire que j'ai vu que je partais dans un souvenir, dans une dispute, mais est-ce que ce souvenir-là est positif pour moi? Est-ce qu'il va amener en fait la paix que je recherche? En réalité, non. Et donc je redirige ma conscience, et donc c'est un entraînement, bien évidemment. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais pour celui qui veut bien jouer le jeu, je dirais, alors c'est le jeu J-E-U, hein, pas le J-E de Lego. Pour celui qui veut bien jouer le jeu, c'est une aventure magnifique. On arrive malheureusement à la fin de cette interview, et j'ai envie de te demander, demain je pars, j'ai envie de lire un livre reposant, je suis sûr que tu en as en tête. J'en ai plein. Et d'écouter un CD reposant. Oui. Et donc qu'est-ce que je te proposerais, c'est ça? Alors moi j'ai été bercé dans mon enfance par Jean-Jacques Goldman. Qui est maintenant expatrié en Angleterre, semble-t-il. Et donc, il y a beaucoup de messages pour celui qui veut bien écouter. Oui. Il faut avoir aussi
cette double lecture qu'on acquiert aussi avec le temps. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Je fête mes 40 ans aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Eh ben, bon anniversaire. Merci. Allez, on boit un coup. Attention le coup. Et donc, je dirais, c'est l'âge de la maturité. D'accord. Certains vont faire des crises d'adolescence, de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Donc Jean-Jacques Goldman. Donc, pour en revenir à la musique, oui, Jean-Jacques Goldman, j'adore et je me lasse pas de ses chansons. Pour la petite histoire, au début de l'été, j'ai interviewé une écrivaine. Une auteure, oui. Et je lui disais que j'avais énormément de mal avec la lecture et que j'étais revenu à la lecture à travers les textes de chansons qu'aujourd'hui j'épluche à la syllabe près. Hein. Et d'ailleurs, j'ai cité Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo, Lionel Florence, Souchon. qui sont Souchon, et puis Woolsey, entre autres. Et c'est vrai que dans ces textes-là, on retrouve, je dirais, alors c'est peut-être méchant pour les autres, hein, mais la littérature de nos ados qui finalement nous font du bien également à nous. Et oui, il faut se reconnecter justement à ce qui nous fait du bien. Ouais. Donc c'est des musiques, c'est des lectures. Moi j'ai une bibliothèque énorme, mais je crois que c'est un peu l'image qu'on a du psychologue ou du thérapeute, c'est qu'il a toujours derrière lui plein de bouquins. Beaucoup de bouquins, mais en fait il y a une richesse. En fait, moi aussi, quand j'étais adolescent, au collège, j'aimais pas trop lire, c'était pas trop mon truc, et d'ailleurs j'étais pas forcément C'était imposé. Et voilà, c'est ça. Donc on a la chanson, le livre que tu nous conseilles. Et le livre, je dirais, moi que je donne souvent en thérapie, c'est Les 5 blessures de Lise Bourbeau. Et on n'en parle pas plus, comme ça ils vont aller le chercher. Voilà. Dernière question, acceptes-tu que cette interview soit diffusée sur la chaîne? Grand plaisir. Alors, un grand merci pour tous ces conseils qui vont nous faire passer de très bonnes vacances. Ton cabinet est sur Paris, sur région parisienne? Il est sur Chartres. D'accord. On est à 80 km. Petite promenade aussi, ça fait pas de mal. Oui, au bord de l'Eure. Le site internet? philippemonchot.com. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie. On a passé un excellent moment avec Philippe. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous prochainement sur la chaîne, toujours Mon Quotidien TV, avec un plateau exceptionnel grâce à notre ami Cyril, qui est également le réalisateur de cette émission. Vous avez vu, à la piscine, il y a tout. Et les équipes d'Atoucam et de Griffe Productions. Et je vous souhaite de bien continuer vos vacances et de vous reposer. À très vite.